Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut de philosophie et de théologie catholique à l'école de Saint Thomas d'Aquin. Nous sommes dans une série de vidéos sur la bioéthique et je voudrais aborder dans cette vidéo la problématique suivante qui est liée à la question du bien vivre humain, donc de tout ce qui est inutile, lié au loisir, à la détente, pas du tout ce qui est lié au vivre, donc la survie, ce qu'on appelle le secteur primaire, comme se nourrir et éventuellement se reproduire. Et je voudrais aborder de cette question l'idée suivante. Quelle est la question morale par rapport à l'idée de faire réapparaître des espèces animales, voire hominidées, qui ont disparu? Les scientifiques montrent que le monde est extrêmement ancien, que la vie est apparue il y a très longtemps. Et il semblerait qu'actuellement, c'est une évaluation à la louche, je dirais, de toutes les espèces qui ont transité avec les formes multiples. Dans le monde, il ne subsisterait que 0,5% de tout ce qu'a connu le monde. On peut imaginer que la plus grande diversité existait par exemple au temps des dinosaures, à une époque où la quantité de gaz carbonique dans l'air était importante, où l'oxygène était importante, le soleil brillait moins fort, mais le climat de la Terre était pratiquement, on peut dire, un climat beaucoup plus chaud que maintenant, beaucoup plus de pluie. Et donc les animaux géants sont apparus à cette époque-là, des jungles certainement infranchissables, des espèces vivantes fantastiques. Et tout a été détruit, semble-t-il, par une météorite géante tombée dans le Yucatan, du côté du Mexique, et en même temps, probablement, de l'autre côté de la Terre, par des volcans gigantesques qui n'ont pas amélioré les choses. Du coup, les scientifiques manifestent que des dizaines de mondes ont été perdus. On peut même estimer le pourcentage d'espèces animales disparues. Espèces végétales, c'est beaucoup plus difficile. Mais seulement, on voit bien que c'est un gaspillage de vie fantastique. Pour en avoir une petite idée, il faut se rendre compte que toutes les réserves de pétrole, de charbon, les falaises de craie, tout cela, c'est fait à partir de cadavres de plantes, d'animaux, dont les espèces souvent ont disparu. Ça date du Carbonifère pour le charbon, etc. Et donc, lorsque l'homme a découvert cela, l'idée fantastique qui lui est venue, une idée absolument inutile en apparence, mais une idée qui fait rêver, ça a été de faire réapparaître des animaux disparus. Et parmi les animaux les plus fascinants ont été curieusement les dinosaures. On ne peut pas expliquer pourquoi. On aurait pu penser plutôt aux mammifères géants de l'ère quaternaire. Donc après la disparition des dinosaures, il y avait des paresseux gigantesques, plus grands que des ours actuels. Les mammouths aussi ont disparu. Mais non, ce qui fascine les enfants, visiblement tous les enfants, c'est ce monde perdu des dinosaures. Et ça fascine pas seulement les enfants, les adultes, si bien que depuis le début du XXe siècle avec le cinéma, on essaye de recréer l'image du dinosaure. Lorsqu'on regarde les films de 1920 et qu'on compare à Jurassic Park, qui est l'un des films les plus performants en matière de dinosaures, on voit l'évolution. Et ce n'est sans doute qu'un début, lorsqu'arrivera ou se perfectionnera le cinéma en 3D. Mais l'idée de ne faire que l'image de ces animaux qui ont disparu ne suffit pas. Et le rêve présent dans Jurassic Park, c'est de recréer carrément les animaux en question. Alors où est-ce qu'en est la science actuellement par rapport à tout cela? Bien, je dirais qu'elle en est nulle part. En tout cas, l'idée de récupérer de l'ADN de dinosaures est impossible. Le récupérer, par exemple, dans un moustique pris lui-même dans de l'ambre, manifeste que c'est extrêmement difficile. Cette molécule géante se casse en 1000 morceaux. Elle est extrêmement fragile. Pour se représenter les choses, si on lui donnait la taille, cette largeur-là, à la molécule d'ADN, donc c'est un filament. Et ce filament ferait plusieurs fois le tour de la Terre. Donc comment imaginer qu'un filament de cette largeur-là, qui ferait actuellement plusieurs fois le tour de la Terre, ne serait pas cassé à plein d'endroits en 1000 morceaux? L'analogie parle bien.
Pour ce qui concerne les mammifères géants, les animaux, les plantes disparus à partir qui vivaient à l'ère quaternaire, qui ont disparu en masse lors d'un refroidissement climatique. Il faut bien s'imaginer que la Sibérie actuelle, le Canada du Nord, c'était un peu l'Afrique. C'était des troupeaux d'animaux géants, des éléphants couverts de fourrure parce que le climat était froid, qu'on appelle les mammouths, mais aussi des rhinocéros, des lions. Et dans ce monde perdu, des hominidés, des hommes de Néandertal, probablement. Toujours est-il qu'actuellement, où le réchauffement climatique arrive, le permafrost, ça veut dire la glace de ces régions qui sont au niveau du cercle polaire, le permafrost fond. Et on voit parfois apparaître intacts des cadavres de ces animaux disparus, cadavres de mammouths, cadavres de rhinocéros laineux, intacts, l'ADN est là. Est-ce que l'ADN est intact? Non, il a été souvent cassé en 1000 morceaux, ne serait-ce que par le gel. Mais il est tout de même beaucoup plus intact que tout ce qu'on peut imaginer et qu'a vécu il y a des millions d'années. Si bien que de plus en plus de scientifiques se disent « préservons ces cadavres dans le froid ». La science va augmenter ses performances. Et tôt ou tard, un jour ou l'autre, on pourra récupérer l'ADN, l'implanter à l'intérieur de l'ovule, par exemple, d'une éléphante, implanter cet embryon fécondé dans l'utérus d'une éléphante et faire réapparaître le mammouth. Et la même chose pour le rhinocéros laineux, le tigre à dents de sabre, etc. Pour ce qui est du dinosaure, je dirais que depuis le film Jurassic Park, les réflexions évoluent. De plus en plus de scientifiques se disent que peut-être que finalement rien n'a disparu. Peut-être que tout l'ADN des dinosaures est présent, mais inactif, dans les oiseaux. Les oiseaux, visiblement, les scientifiques le pensent de plus en plus, sont un groupe de dinosaures particuliers qui a évolué et qui a subsisté à la grande disparition donc, de la fin du tertiaire. C'est vrai que lorsqu'on regarde la quantité d'ADN qui code les vivants, et quelquefois la quantité d'ADN qui n'est plus codante, mais qui est présente, qui est transmise de génération en génération, qui s'abîme un peu, mais qui est là. On se dit qu'il est possible que la totalité des formes anciennes soit quelque part présent, mais qu'il est actuellement impossible d'accéder à cet arbre de vie présent dans les oiseaux. Comment est-ce qu'on peut prouver que c'est vrai? Eh bien, c'est intéressant de regarder par exemple parfois les monstres qui apparaissent. Les monstres, ça veut dire les erreurs des animaux qui descendent de leurs parents et qui ont une erreur de programmation génétique. Eh bien, il n'est pas du tout exclu, ou plutôt, on le voit au début de l'embryogénèse, de constater que dans le bec de ce futur petit oiseau, il y a des dents qui sont là, qui ensuite se rétractent et qui disparaissent. Donc là, je ne parle pas de monstre. Est-ce qu'un oiseau serait apparu avec des dents réelles alors qu'il est adulte? Je n'ai pas entendu parler de ça. Mais si, au début de l'embryogénèse, les dents sont présentes puis se rétractent, ça semble bien indiquer que l'ADN capable de fabriquer des dents est présent. Et ça semblerait donc bien indiquer qu'il y a dans les oiseaux tout un passé gardé quelque part, ce qu'on appelle des gènes récessifs, qui ne sont pas actifs. Alors toujours pour présenter où en est la science actuelle, l'autre question que je traite à part, c'est celle des hominidés fossiles. Donc on sait très bien que, avant que n'apparaisse l'homme moderne, sa capacité d'abstraction, de réflexion au-delà de l'instant présent, il y a eu des animaux sur Terre qui faisaient partie de la famille des primates, du genre Homo, donc des hominidés, et qui visiblement étaient des animaux. Les premières espèces, apparemment, on dit que c'est l'Australopithèque, qui est encore proche du singe, mais qui déjà marche debout, sur deux pieds. C'est sa posture naturelle. Et puis ensuite, les espèces se perfectionnent jusqu'à un sommet, l'homme de Néandertal.
L'homme de Néandertal, beaucoup de scientifiques s'interrogent pour se demander est-ce que c'est un animal ou est-ce qu'il a déjà une spiritualité? Lorsqu'on regarde les campements des hommes de Néandertal qui existaient en Europe, par exemple, c'est principalement là son aire d'habitation avant que l'homme moderne n'arrive d'Afrique, on constate que les campements sont sales, qu'il n'y a pas d'exemple de tombes. Lorsque l'homme moderne arrive, on constate qu'il y a des exemples de tombes, ici ou là. Certains disent c'est donc la preuve qu'il était spirituel, d'autres répondent c'est peut-être la preuve que des hommes modernes ont enterré quelques-uns de spécimens qu'ils avaient apprivoisés. Difficile de conclure avec quelques exemples de tombes. De même que si on fouille dans 10 000 ans au cimetière de chiens de Pantin, il serait peut-être trop rapide de conclure que les chiens enterrent leurs morts. Donc il y a une vraie question qui se pose. Les scientifiques, lorsqu'ils disposent de squelettes et même d'un peu d'ADN des hommes de Néandertal, ne peuvent pas conclure. L'idée de retrouver un cadavre complet dans le permafrost peut-être, en Sibérie, d'hommes de Néandertal, de récupérer son ADN, de l'implanter dans un ovule humain et de faire réapparaître à partir d'une grossesse chez une femme, Homo sapiens, cette espèce disparue, c'est quelque chose d'absolument fascinant pour tous les scientifiques. On a entendu parler récemment, dans les années 2010, de l'idée qu'il pourrait subsister encore du côté de Java, je crois. En tout cas, dans l'île de Flores, on a repéré l'existence et la disparition très récente, depuis peut-être moins de 1000 ans, d'un survivant des Homo erectus. On l'a appelé l'homme de Flores. C'est un petit homme, il ne mesure pas haut. Et les habitants racontent des légendes sur lui, c'est-à-dire que de génération en génération, ils se rappellent qu'il volait dans les camps, et qu'à un moment donné, ils ont été trop loin, et qu'il a été décidé une chasse qui a abouti à leur disparition. Et on retrouve ces petits squelettes qui effectivement sont très récents, donc dans les jungles, dans les milliers d'îles dispersées. Le rêve de retrouver l'Homo erectus, même nain, parce que c'est un hominidé insulaire, d'observer son tempérament, de regarder si c'est un être spirituel ou un singe à forme humaine. C'est évidemment quelque chose qui fascine les scientifiques, ne serait-ce que pour connaître l'origine de l'Homo sapiens, c'est-à-dire de nous-mêmes. La fascination, c'est une chose. Maintenant, il faut passer au sujet qui s'appelle l'éthique. L'éthique, ça veut dire la morale. Est-ce bien, est-ce mal? Qu'en penser? Et on voit bien tout de suite que lorsqu'il s'agit des espèces animales pures, le sujet est très différent que s'il s'agit de faire réapparaître principalement l'homme de Néandertal, sur lequel on a un doute par rapport à sa spiritualité, son caractère personnel. Pour ce qui est des espèces disparues, je dirais que ce n'est pas un problème qui concerne les religions, mais il concerne principalement l'écologie. Ça veut dire une science particulière qui regarde, qui analyse à partir de l'expérience actuelle les avantages, les inconvénients qu'aurait une chose qui finalement est de l'ordre du ludique, donc du loisir. C'est la passion de l'homme. Pour ce qui est des dinosaures, on voit le film Jurassic Park et on se rappelle de la catastrophe que c'est. Pourtant, ces animaux ont été mis dans une île. Et des hommes sont tués, et puis tout d'un coup, certains de ces dinosaures partent en volant pour envahir le monde, visiblement, et on ne pourra plus les arrêter. La réalité plus pragmatique, c'est que faire apparaître un animal géant comme un tyrannosaure, ce n'est pas un danger, si c'est fait à partir de l'ADN d'un oiseau. Si cet animal se révèle dangereux, eh bien, un fusil à lunettes et c'est réglé. Le vrai danger, en fait, écologique, c'est si on faisait réapparaître des animaux minuscules, ayant un tempérament envahisseur, comme par exemple tel insecte pris dans l'ambre qu'on recréerait et qui se révélerait incontrôlable. C'est ce qu'on appelle une espèce invasive. Plus l'espèce est petite, plus il y a danger écologique. Plus l'espèce est gigantesque, plus c'est facile de la tuer, parce que la réalité n'est pas comme dans Jurassic Park. On sait que l'animal le plus grand du monde existe encore, c'est la baleine bleue. Et il suffit d'un harpon bien placé et elle meurt. Par contre, l'idée de relâcher dans la nature des dinosaures, c'est-à-dire des reptiles dressés,
tous les dinosaures sont des reptiles qui marchent sur des pattes dressées. Les crocodiliens, les lézards marchent sur des pattes rampantes. Et puis il y a les dinosaures volants et les dinosaures marins comme l'ichthyosaure. L'idée de relâcher des animaux recréés à partir d'un monde perdu pose un problème écologique tout de même. Si ce n'est pas dangereux pour un tyrannosaure, ça peut être dangereux pour un ichthyosaure, quelque chose qui vit dans la mer. Parce que, si l'espèce n'est plus contrôlable, comment la rattraper? On dira, mais elle respire, c'est comme les dauphins, donc on peut les tuer. Oui, mais on voit bien, c'est pas tout à fait pareil. Donc il doit y avoir une réflexion écologique. Le monde des dinosaures est un monde perdu. Si on compare cette problématique à celle de la réapparition des mammifères géants du Quaternaire, ce n'est pas du tout la même chose. Ces mammifères ont été contemporains de l'homme. On pense même, de plus en plus, en tout cas c'est une théorie, que s'ils ont disparu lors d'une dernière glaciation, alors qu'ils avaient survécu à tous des réchauffements, des glaciations qui ont eu lieu avant, de très nombreuses fois, il n'y a qu'un seul critère de différence. La dernière fois, c'est la présence des chasseurs-cueilleurs hominidés. On pourra se dire, mais comment des chasseurs-cueilleurs pourraient-ils être responsables de la disparition des mammouths? L'idée peut-être, ce n'est pas une preuve, mais l'idée peut-être c'est que ces animaux vivant dans des pays froids, ils n'étaient pas aussi féconds que les éléphants d'Afrique, qu'ils n'avaient peut-être qu'un enfant tous les 5 ans, parce qu'ils ne pouvaient pas être nombreux, et que donc, n'ayant pas de prédateurs, l'homme étant son seul prédateur, il a pu casser un équilibre qui avait subsisté pendant des millions d'années. C'est une chose tout à fait possible. On sait que l'homme est le plus puissant des prédateurs, parce que lui, il se souvient du tempérament du mammouth, et il trouvera la ruse pour le tuer sans se faire tuer, le blesser avec une lance, puis fuir, le poursuivre pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'il meure, par exemple par infection, si la lance a été avec du poison, et puis finalement le manger. Personne ne résiste à l'être humain, y compris lorsqu'il est armé de simples lances en pierre. Si l'homme moderne est responsable de la disparition de ces mondes du Quaternaire, alors l'idée de les recréer dans ces immenses territoires déserts que sont la Sibérie, qui sont déserts en hommes, qui possèdent des steppes gigantesques, qui n'ont pas beaucoup d'animaux, cette idée-là pourrait être plus qu'un rêve, pourrait être intéressante, ne serait-ce que pour entretenir des paysages anciens. Et là, en l'occurrence, on ne serait pas dans un monde perdu. Mais il faut tout de même bien considérer que ce rêve écologique, qui pourrait peut-être être soutenu par les écologistes, eh bien, il se bute au problème de la présence de l'homme. Les écologistes ont fait ces rêves-là pour la France dans les années 2000. Par exemple, l'idée de remettre le loup en France. Le loup qui avait disparu depuis le début du XXe siècle et qui permettait aux bergers de laisser en liberté totale les troupeaux dans les montagnes. À partir du moment où on remet le loup, on bouleverse la vie des bergers. On leur a dit « prenez des chiens de berger. Comme faisaient les ancêtres, ils chasseront les loups. » Les chiens de berger ne peuvent rien contre une meute de loups, qui est beaucoup plus rusée. Si on devait refaire l'écologie telle qu'elle est à la base, on devrait remettre des lions dans le sud de la France. Et on imagine la réaction des gens s'ils allaient se promener en forêt où il y a des lions. Les écologistes européens l'admettent tout à fait pour l'Afrique noire. Et c'est par contre tout à fait problématique quand il s'agit de voir leurs propres enfants se faire manger. Donc au niveau de l'éthique, de la bioéthique, c'est toutes ces questions-là qui doivent être abordées. La question de la géographie humaine. Alors enfin, il reste à traiter de la réapparition d'espèces hominidées disparues. Donc comme je l'ai dit, c'est le rêve suprême, c'est le plus grand des rêves, parce que là, pour la première fois, il permettrait à l'homme de connaître son origine corporelle, véritablement. Parce que visiblement, s'il y a 99% de l'ADN qui est semblable entre l'homme et le chimpanzé, qui sont pourtant lointains de plusieurs millions d'années, il y a une proximité beaucoup plus grande
entre ces hominidés, fossiles, animaux, et puis l'homme moderne. Si on considère l'homme de Florès, d'après les souvenirs des légendes des habitants du coin, il semblerait que c'était un animal. Donc c'était un animal qui n'avait pas de spiritualité, jamais de tombe, et il pensait simplement à se nourrir en volant de la nourriture comme le font les singes actuellement. Dans ce cas-là, évidemment, on est dans la même problématique que la réapparition d'espèces disparues. Mais pour ce qui est de l'homme de Néandertal, le problème est beaucoup plus complexe et je vais le manifester. Récemment, dans les années 2000, l'étude de la génétique de la race Homo sapiens sapiens, donc dans l'espèce humaine moderne, mais la race blanche caucasienne, a manifesté la présence de sections d'ADN qu'on ne retrouve pas dans la race négroïde et chez les Asiatiques, de la présence d'ADN de néandertaliens. On sait que les néandertaliens, comme je le disais tout à l'heure, ont vécu en Europe et en Afrique du Nord. Donc il semblerait qu'à un moment donné, il y a eu, je dirais, intercommunication d'espèces, reproduction commune. Et que cette reproduction a été quelque part interféconde. Il est possible même que de très anciennes légendes rapportées par l'homme dans la Bible, livre de la Genèse au chapitre 6, fassent référence à cela. La Bible rapporte que les premiers hommes modernes, spirituels, donc dotés d'un esprit créé par Dieu, sans doute nos ancêtres, devinrent de plus en plus nombreux sur terre, qu'ils trouvèrent quelque chose qu'ils appellent les filles des hommes, alors que eux sont appelés les fils de Dieu, et qu'ils eurent des enfants avec, que la Bible appelle les géants des temps jadis, ces hommes fameux. On retrouve cette descendance venant de quelque chose qui ressemblerait presque à de la pollution génétique et qui a déplu à Dieu. On la retrouve dans le livre de Josué. Josué trouva dans les montagnes les derniers descendants des géants et les extermina. Il est possible que ce texte, très ancien, fasse référence à la manière dont a disparu l'homme de Néandertal. Des scientifiques hésitent. Ils se demandent est-ce qu'il n'aurait pas disparu par assimilation dans l'homme moderne. Quand on connaît la nature de l'homme moderne, lorsqu'on voit comment nous nous comportons face à une espèce différente, par exemple les Européens face aux Américains d'Amérique du Nord, au XIXe siècle, on peut soupçonner qu'il y a dû avoir des massacres, donc des génocides par rapport à cette espèce qui était très proche de l'homme, mais qui en même temps n'était pas l'homme. Il y a donc eu aussi des reproductions. Donc ces textes bibliques semblent être des souvenirs, des sortes de légendes de cette histoire. L'idée donc de faire réapparaître l'homme de Néandertal, si on trouvait son ADN complet, pose problème. Parce qu'en réalité, si c'est une personne humaine, s'il est doté de spiritualité, ce qui n'est pas sûr du tout comme je l'indiquais, alors on tombe véritablement dans la problématique du respect d'une personne. Ce n'est pas simplement la réapparition d'un animal. Ça, c'est la colonne du négatif. Évidemment, ce serait un être solitaire, un être qui vit en communauté et qui n'aurait pas cette communauté autour de lui. Ça peut peut-être être remédié par beaucoup d'affection. D'accord. Colonne du positif. La science, évidemment. La connaissance de l'homme par rapport à son origine. La résolution de mystères sur l'apparition de la spiritualité ou pas. Donc, la colonne du positif telle que je la montre est tellement fascinante que, tôt ou tard, si jamais on retrouve évidemment cet ADN, tôt ou tard, la question sera posée et la tentation sera forte de pratiquer cette réapparition. Comme ça touche à un potentiel être humain, je dirais que de nouveau apparaisse la distinction entre les métaphysiques. Ça veut dire d'un côté l'origine de l'homme qui viendrait simplement de l'évolution, de force aveugle, et qui dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas de loi au-dessus de l'homme, serait tout à fait pour. C'est évident. La simple idée de connaître ses origines, étant donné qu'aucune loi au-dessus l'empêche, eh bien ferait que ce serait appliqué. Et des problèmes éthiques par rapport
au devenir de cet être recréé se poserait en second lieu. Dans le domaine des religions, et principalement des religions monothéistes, la question éthique serait plus complexe, véritablement. Si ça ne pose pas de problème éthique de faire réapparaître des espèces animales disparues, lorsqu'on touche à des potentielles personnes, évidemment, c'est autre chose. Je ne sais pas du tout comment, par exemple, l'Église catholique se prononcerait par rapport à une chose comme cela. Elle serait certainement défavorable, mais certainement devant le fait accompli. Ça veut dire que si la Bible, comme je le disais, indique que les hommes jadis le firent par zoophilie, donc le fait de coucher avec quelqu'un d'une autre espèce, et que Dieu, malgré tout, créa l'âme de ces êtres-là, eh bien il est évident que si l'homme moderne le refaisait, la chose se passerait de la même façon, et que Dieu créerait l'âme de ces êtres-là, spirituelle ou pas. En tout cas, cette réflexion manifeste que, véritablement, la métaphysique, le sens de la vie, la considération sur le fait qu'il y a une loi au-dessus de l'homme, un créateur qui accepte certaines choses, qui ne veut pas d'autres, mais qui laisse en même temps à l'homme une grande liberté, y compris de faire n'importe quoi, eh bien, elle change le regard et la réponse éthique à cette question, même si je suis incapable de donner la réponse éthique logiquement qui sortirait d'une église comme l'église catholique. Ce qui est certain, par contre, c'est que dès le XXe siècle, l'église catholique rappelle le caractère sacré de la reproduction humaine, qu'il ne faut pas y toucher, que quand la science s'y mêle, lorsqu'elle se mêle du couple, qu'elle prétend faire des enfants d'une autre façon que la nature humaine l'a prévue par Dieu, à savoir l'union intime entre un homme et une femme qui se choisissent et qui se sont aimés pour la vie, puisqu'il faut élever des enfants et que ça durera toute la vie, l'Église ne cesse de mettre en garde. Malheureusement, face à cela, il y a le développement de l'humanisme sans Dieu et des athéismes matérialistes fondés sur l'argent, la gloire, la domination des forces de la nature, et qui est inarrêtable, malheureusement. Si bien qu'on voit partout ces indications de l'Église reculer dans le fait par rapport à la puissance de la simple expérimentation, de la curiosité ou même de la possibilité de profit financier.